Hello Muriel, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Pour moi, il est 5 heures de moins que vous. Oui, Euh, parce que tu es en donc, direct de la Martinique. exactement. Il fait beau, il fait chaud. J'ai d'ailleurs mis mon ventilateur. J'espère que ça ne va pas déranger. Vous n'entendez pas trop son bruit? Ça va? On n'entend pas trop, ça va. On peut vivre en entendant Ah, ce bruit, il n'y a pas de souci. d'accord. Si ça vous gêne vraiment, vous me dites, hein. Alors, on voudrait pas que tu meurs de chaud non plus. Muriel, je suis super contente que tu sois avec nous aujourd'hui. On est en contact depuis quelques mois et on est vraiment très très heureuse que tu nous rejoignes aujourd'hui parce que tu es une légende, comme le disent les personnes dans le chat, hein. Une légende dans le monde du jeu vidéo. Ben écoute, j'espère que je ne vais pas décevoir les auditeurs et que je vais raconter les choses intéressantes. Non, il y a pas moyen. On sera pendu à tes lèvres pendant toute l'intervention, sachant que tu étais déjà live hier aussi sur la chaîne de Parfait. Samura Moicast, pardon, pour aussi parler de ton parcours. Et moi, j'ai assisté hier et c'était déjà hyper intéressant. Donc, merci à toi de ta présence sur Twitch ces derniers temps, du coup. Eh bien, je suis ravie de vous rejoindre parce que j'ai été surprise de voir que cette association Afro-Gameuse avait pris, comment dire, de l'ampleur finalement depuis qu'on se connaît. Et ben, je suis ravie de pouvoir discuter avec vous, enfin avec toi déjà. Et puis, s'il y a des questions, bien sûr, je serai ravie d'y répondre. Bah, si vous avez des questions, les gens, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va les poser directement à Muriel. En tout cas, on va essayer d'y répondre autant que possible. En tout cas, on est là aujourd'hui pour voilà, en savoir un petit peu plus sur toi, Muriel, et sur ton parcours. Je suis vraiment trop contente. Là, ça ne se voit pas suffisamment, je pense, mais je suis vraiment heureuse parce qu'en plus, enfin, si j'entre tout de suite dans le vif du sujet, pour moi, tu représentes un peu un modèle en fait, puisque voilà, tu es ce qu'on considère aujourd'hui comme une pionnière dans le jeu vidéo français. Étant donné que tu as fait pas mal de choses et puis tu as été récompensée pour ton travail dans le secteur du jeu vidéo aussi. Tout à fait. Alors, Un vieux modèle, on va dire. non, non, pas si vieux que ça. Alors, du coup, moi, je voudrais commencer peut-être cet entretien par une petite question, Muriel. Oui. Euh, Quel est le premier jeu auquel tu es joué? Ça m'intéresse de savoir. Est-ce que tu t'en souviens? Mais ça remonte à loin. Ben, les tout premiers, vraiment. Tout Et premier jeu. c'était Pong, si je me souviens bien. Je ne sais pas si tu vois ce jeu avec des raquettes que l'on positionne, que l'on fait monter ou descendre pour rattraper une balle de tennis qui traverse l'écran. Je vois C'était très le bien. Pong. J'ai pas joué personnellement, mais je vois parce que j'avais fait des recherches sur les premiers jeux et Pong, il me semble, était parmi les tout premiers, non? Oui, et puis il y avait aussi des casse-briques. Alors, je Mhm. me souviens plus du nom du premier casse-brique. Là, c'était pareil, c'était une balle qu'on renvoyait pour descendre un mur de briques, Mhm. donc de bas en haut aussi. Voilà, ça c'était. Ben voilà, c'était mes deux premiers. Puis il devait y avoir Pac-Man aussi dans le lot. Donc, c'était ces premiers jeux-là. C'était pas du tout des jeux, c'était des jeux d'adresse. Voilà. Et Est-ce tu que y je as peux joué. répondre à ta question? Oui, non, tu as très bien répondu à la question et du coup, je suis curieuse de savoir, enfin, quel âge tu avais quand tu jouais à Pong, ou plutôt, dans quel contexte en fait est-ce que tu y as joué? C'est parce que c'était à cause de ta famille ou c'est dans un autre cadre? Non, je venais de découvrir, enfin, je venais d'obtenir mon diplôme d'ingénieur Mhm. et de découvrir l'informatique en fait. Mhm. Donc, j'avais une vingtaine d'années en fait, tout simplement. Alors, où est-ce que je jouais? Peut-être dans les salles d'arcade à l'époque, je crois. C'était pas chez moi en tout cas, j'avais pas Ouais. d'ordinateur personnel encore. Et est-ce que tu te considérais comme une gameuse d'une certaine façon? C'est-à-dire, on va dire que le sens de gameuse étant juste une personne qui joue aux jeux vidéo parce qu'elle aime ça. Ben, je pense qu'à l'époque, on n'était pas qualifié, on se qualifiait pas comme ça. C'était un loisir comme un autre. Effectivement, on pouvait se retrouver dans les salles d'arcade, mais on n'était pas des gamers. Enfin, ce terme n'existait pas en tout cas à l'époque. C'était dans les années 80, fin d'années 80, 90. Mhm. Euh,
Ça Non, je ne n'existait me pas. considérais pas comme une gameuse. Ça Mhm. n'avait pas trop de sens à l'époque. On était amateur de jeux vidéo. Je ne crois pas que le terme existait Mhm. déjà. Et du coup, est-ce que tu as continué à jouer en fait depuis Pong? À part, bien évidemment, il y a eu les jeux que tu as créés, mais est-ce que dans ton passe-temps? Et avant, j'ai découvert les jeux d'aventure. En fait, Mhm. j'étais plutôt attirée par les premiers jeux d'aventure à texte. C'était l'époque où on rentrait les verbes d'action au clavier, ou alors on les choisissait dans une liste. Donc, c'était les LucasArts, par exemple, euh, les Gabriel Knight, tous ces jeux qui commençaient déjà à envahir le marché, des jeux d'aventure. Moi, je n'étais pas tellement attirée par les jeux de combat, les shoot'em up ou autres. C'était plutôt les jeux avec des scénarios, avec des histoires dans lesquelles on pouvait s'émerger, on pouvait s'identifier à un héros et mener une aventure. Mhm. Donc Et toi, ça, tu étais plus dans ce type de... quand j'ai rencontré le studio Cocktail Vision. Mhm. En fait, il faut que je fasse un retour en arrière. En fait, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 81, j'ai commencé mon métier d'ingénieur dans une boîte qui travaillait pour la défense nationale. Donc, qui, en fait, construisait des missiles antinavires. C'était à Châtillon-sous-Bagneux, dans la banlieue parisienne. J'ai choisi cet emploi parce que c'était le plus proche de chez moi. Il y avait beaucoup d'offres à cette époque. Hein. Mhm. C'était une période de plein emploi. Donc, il n'y avait pas de problème pour les ingénieurs à trouver des jobs. Au contraire, un embarras du choix. Et j'ai choisi donc l'entreprise qui était la plus proche de chez moi. Et je trouve qu'elle travaillait elle concevait des systèmes d'armes. Donc, j'ai présenté ma candidature, j'ai été embauchée et j'étais programmeuse donc. Mhm. Et on m'a embauchée dans un service qui programmait des drones militaires donc. Ces drones servaient à entraîner les missiles au moment des tirs de missiles. Donc, c'était un job très, très technique, Mhm. très instructif, proche de la simulation d'ailleurs, puisque les drones étaient pilotés depuis le sol. Donc, il fallait les programmer. Et c'était des systèmes qu'on disait embarqués. C'est-à-dire que le programme était embarqué dans le drone et il était soit autopiloté, soit commandé depuis le sol. Mhm. Mais c'était, je dis drone parce que le terme existait déjà, mais ça ressemblait plutôt à des gros suppositoires de mètres de long. Ça n'était pas du tout utilisé comme aujourd'hui. Et c'était très lourd. Donc, il y avait beaucoup de systèmes embarqués dedans pour faire des mesures et des contre-mesures. Voilà, bon, c'était un petit peu technique tout ça. Et j'y suis quand même restée 5 ans. Et puis, j'ai commencé à avoir des états d'âme parce que j'ai constaté que ces armes servaient. C'était pas que des simulations, c'était pas que des gros joujoux, c'était aussi des systèmes qui servaient, notamment dans la guerre de Malouine. Mhm. La guerre de Malouine entre l'Argentine et la Grande-Bretagne. Donc, ces armes, nos armes, servaient. Donc, je me suis rendu compte que c'était concret et que c'était des armes, donc Mhm. ça pouvait tuer. Mhm. Et c'est là que je me suis dit, ah non, je ne vais pas rester dans ce domaine-là. Mhm. Déjà, ça ne me correspond pas. Ensuite, j'ai envie de faire des choses plus créatives. Et donc, j'ai donné ma démission, alors que ma carrière était déjà toute tracée. Et, euh, et là, c'est pareil, on pouvait se retrouver des jobs assez facilement. Donc, je n'ai pas hésité à donner ma démission. Ensuite, j'ai cherché une formation complémentaire et j'ai trouvé une formation en marketing et communication. J'ai découvert donc un autre univers que la technique pure et dure. J'ai découvert l'univers des images, de la publicité, que les images pouvaient servir à éduquer, pouvaient aussi servir à inciter les gens dans la publicité à utiliser tel ou tel produit. Donc, on pouvait aussi dialoguer avec les images. J'ai découvert le monde de l'audiovisuel. Pas que l'image, l'image et le son. Mhm. Et à la faveur enfin, j'ai cherché un stage à la fin de ma formation. Et là, j'ai rencontré Cocktail Vision. Et quelqu'un m'en a parlé en me disant qu'il y avait une boîte qui commençait à travailler dans les jeux vidéo. Probablement que je parlais déjà de mon goût pour les jeux. Donc, quelqu'un m'a parlé de Cocktail Vision, que je suis allée rencontrer. J'ai proposé mes services, déjà pour mon stage de marketing.
Ils m'ont proposé de faire une étude de freins et motivation à l'usage des palettes graphiques, puisque c'était le début des palettes graphiques, c'est-à-dire le dessin assisté par ordinateur. Et les freins et les motivations à l'usage de ces palettes qui devaient remplacer le papier et le crayon dans les agences de pub ou dans les PME. Donc, ça m'a permis de faire une double découverte. La découverte de ces outils, je ne connaissais pas du tout, des outils de dessin assistés par ordinateur. C'était des grosses machines à l'époque. Ce n'était pas encore pareil que les drones miniaturisés. Mais il y avait comment ça s'appelle? Une tablette et un stylo électronique pour pouvoir dessiner. On ne dessinait pas encore directement à l'écran. Ça, c'était les premières palettes. Alors, pas beaucoup de couleurs, 256 couleurs. C'était le grand maximum. Et puis, ça s'est développé très vite après, bien sûr. Et puis, j'ai découvert l'univers de la publicité. Je suis allée à la rencontre des agences de pub. Donc, j'ai découvert le côté créatif des choses. Et puis, les PME aussi, c'est-à-dire les entreprises, petites entreprises qui voulaient maîtriser leur communication visuelle. Donc voilà, tout ça, ça rentrait. Donc, ces outils arrivaient j'allais dire, chez les professionnels et on commençait déjà à s'en servir, à se familiariser avec. Voilà. Donc, à la faveur de ce stage, finalement, de fin de formation, j'ai donc rencontré Cocktail Vision et j'ai surtout découvert l'ambiance qui régnait dans cette boîte. Cocktail Vision qui était du coup une entreprise française, basée en France. Basée à Paris, Boulogne-Billancourt au début, et qui commençait, elle commençait en 85, je les ai rejoints en 86. Oui, ça date pas d'hier, hein, c'est vieux. Et j'ai regardé ce qu'ils faisaient aussi. Ils commençaient à faire comment dire, des jeux historiques sur l'histoire de France, des adaptations de romans aussi, comme 20 milieux sous les mers. Et j'ai proposé mes services, déjà un premier scénario, mais sur l'histoire des Antilles. Et une histoire qui était peu connue, donc j'avais envie puis peut-être l'exil, entre guillemets, aidant, parce que j'avais quitté mon île pour faire mes études à Paris, donc j'étais loin d'elle. Et j'ai voulu donc peut-être me retrouver un peu dans ce scénario. Donc, c'est un scénario sur la société créole. Donc, j'ai proposé ça à mon éditeur qui m'a dit, OK, pas de problème, je te file un ordinateur et tu vas pouvoir programmer dessus à ton aise, à l'heure que tu veux, tu viens quand tu veux, tu l'utilises quand tu veux, tu programmes ton jeu. C'était chouette parce que du coup, j'avais une grande liberté d'action. Alors, il m'a mis entre les mains un système auteur, c'est-à-dire un programme déjà constitué de macro-instructions. Donc, très vite, on pouvait programmer, c'est ce qu'ils utilisaient pour leurs produits éducatifs. On pouvait très facilement programmer l'affichage des images, l'affichage du texte, etc. Bon, alors c'était très rudimentaire à l'époque. Hein. Les images étaient fixes, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de bruitage, on n'entendait pas les voix des personnages, c'était juste des textes. Et c'était pas animé. Donc, c'était vraiment. Alors, si on tape Mewilo, qui est le premier jeu en question, sur Google Images, on verra des images qu'on qualifie aujourd'hui de pixel art, parce qu'on travaillait avec vraiment des images au pixel. Les outils étaient très rudimentaires à l'époque. Bon, je trouve qu'il a mal vieilli, parce que on peut, dans les abandonware, sur les sites d'abandonware, retrouver le programme qui a été émulé, qui peut tourner sur les machines d'aujourd'hui. Et on verra qu'il a très, très, très mal vieilli. D'ailleurs, j'ai fait un stream, il me semble, un stream live avec quelqu'un qui y jouait en live il y a 2 ans, je crois, à peu près. Oui. C'est génial, ça. Mais peut-être que ça vaut le coup de faire un remake, de l'actualiser, par exemple, pour les personnes qui ont connu le jeu par le passé, et même pour les personnes qui ont envie de le connaître aujourd'hui. C'est possible d'y jouer toujours aujourd'hui? Oui, c'est possible d'y jouer, mais bon, on ne va pas y trouver beaucoup de plaisir, à moins de vraiment être amoureux des jeux rétro. Rétro gaming. Oui, j'ai très envie de refaire. D'ailleurs, il faut que j'explique que après mon passage à Cocktail Vision, qui a duré une quinzaine d'années,
donc à Paris, dans leur studio de Boulogne-Billancourt, puis de Vélizy. Cette petite boîte qui démarre en 85 a été, à la faveur de fusions successives, de rachats et tout, est devenue une grosse boîte tentaculaire avec plein de produits, de livres, la téléphonie et tout, qui est devenue Vivendi Universal. Donc, on était le petit studio de télévision au cœur de la grosse entreprise Vivendi Universal, qui a connu donc les déboires que l'on sait dans les années 2000, au début des années 2000, parce que bon, c'était des questions politiques et de perte de confiance des actionnaires qui a fait que tout ça s'est effondré comme un château de cartes. Et Vivendi Universal a été démembré, racheté, vendu, enfin, revendu par petits bouts. Et le studio donc, a été contraint de fermer et d'abandonner toutes ses licences, comme a dit Adibou, qui est mort de sa belle mort finalement à cette époque. Et puis toutes les productions comme télévision que nous avions fait avant, dont mes jeux, ma quinzaine de jeux originaux. Tout ça, ça s'est passé dans les années, à l'année. Enfin, j'ai quitté la boîte en 2003, voilà. Et ça tombait bien parce que j'avais envie de créer ma propre entreprise en Martinique. Donc, je suis entrée au pays et j'ai créé ma boîte. Mais à l'origine, je voulais faire du film d'animation. Donc, j'ai fait un peu d'ailleurs de film d'animation qui a été subventionné par le CNC. Le CNC, c'est le Centre national de cinématographie et de l'image animée qui subventionne le cinéma et le jeu vidéo. Pour ceux qui voudraient créer un studio, leur studio indépendant, le CNC est une aide pour pouvoir démarrer des productions. Il y a des aides à l'écriture, il y a des aides au prototypage et des aides à la production. Donc, mais je n'ai pas réussi à vendre mon film. D'ailleurs, il faut un savoir-faire. Hein. Il faut aller dans les salons où on trouve il faut imposer sa licence, ce qui n'est pas évident. Et je ne pouvais pas tout faire à la fois. Donc, je n'ai pas réussi à vendre. Donc, à subventionner la production, en fait. À financer, je veux dire, la production. Donc, je me suis dit, bon, ben, ça ne marche pas de ce côté-là, il faut que je trouve un autre débouché. J'ai mes rêves. Juste pour revenir sur ce que tu disais, puisque tu es passé finalement du jeu vidéo au film d'animation, pourquoi est-ce que tu as fait tu as pris cette direction, puisque tu étais plutôt bien parti pour le coup, ou alors c'est justement à cause de l'effondrement de Cocktail Vision que tu t'es décidé à changer? En fait, je voulais faire un film d'animation, j'ai oublié ça, et un jeu vidéo en même temps. C'est-à-dire que je voulais utiliser les mêmes images pour faire à la fois du film et du jeu vidéo. J'ai pris conscience très vite que c'était deux métiers différents, qu'on ne pouvait pas travailler sur les mêmes créneaux. Et c'est vrai que le CNC m'a aidé sur la partie jeu vidéo. Bon, le film d'animation, c'était quelque chose de beaucoup plus ambitieux d'ailleurs. J'ai compris très vite que ça demandait encore plus de finances. C'était l'époque de Shrek. Et j'avais remarqué, enfin j'avais trouvé lu quelque part que le budget de Shrek, c'était 44 millions d'euros. Wow. Donc, j'avais budgété mon jeu film à 1 million d'euros. Bon, je m'estimais un petit peu moins gourmande, mais je n'ai pas réussi déjà à trouver un éditeur pour le jeu vidéo. C'était effectivement à cause de cet effondrement, on dit ça, de cette explosion de la bulle Internet, c'est comme ça qu'on la qualifie, où il y a tous les petits studios ont fermé, tous les petits studios qui étaient très florissants dans les années 90-2000 ont fermé. Il n'en est resté que les gros éditeurs comme Electronic Arts, Ubisoft qui a sauvé sa mise aussi. Et du coup, il y a eu une espèce de marasme pendant les années 2000-2010. Et d'autres studios se sont recréés, qu'on a baptisé studio indépendant, pour pouvoir les différencier des gros studios. Et tout ça pour dire que
enfin moi, à cette époque-là, il fallait que je trouve un débouché pour mon entreprise, puisque j'avais créé mon entreprise, il fallait bien qu'elle vive. Et j'ai trouvé comment dire, la réalité virtuelle, c'est-à-dire la Ouais. représentation en 3D de projets. Alors, pour l'urbanisme, j'ai travaillé pour l'urbanisme. Représentation de ville, c'était la mode des villes en 3D aussi. Donc, je me suis fait une spécialité de représenter dans ma société qui s'appelait Avantille, de représenter des villes ou des projets d'urbanisme en 3D. Alors, ce n'était pas encore l'époque des casques virtuels, c'est-à-dire qu'on était immergé dans des images, on se promenait dans les maquettes, mais on les regardait. On les regardait, je veux dire, à l'écran. On n'avait pas encore de casque et de gants de données. C'est venu après. Donc, je me suis fait cette petite spécialité de réalité virtuelle. Donc, j'ai conçu plusieurs projets, dont le Club Med en Martinique, par exemple, et puis différents projets de rénovation, de quartier ou de cœur de ville en Martinique. Alors, si je peux juste te poser une question par rapport à la Martinique, justement. Moi, ce que je voulais savoir, c'est, du coup, tu es né et tu avais grandi en Martinique, ou Tout est-ce que à tu fait. as... Oui, c'est ça, après tu es allé en France, hein. Oui, oui, j'ai vécu et comment dire, passé toute ma scolarité jusqu'au bac C. Ça s'appelait le bac C, c'est un bac scientifique. Et ce n'est qu'après que mes professeurs de maths et de physique m'ont conseillé de faire une école d'ingénieur et m'ont conseillé plusieurs écoles, dont l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, où je suis allée. Donc, il fallait quitter l'île et partir faire des études à Paris, comme beaucoup de provinciaux, mais ma province était un petit peu loin. Et là, j'ai découvert la vie parisienne, j'ai découvert aussi le froid de l'hiver, et plein de choses désagréables comme ça. Et compensé par être dans la ville lumière, et pouvoir profiter de tout Paris. Surtout quand on est étudiant, c'est génial, parce que il y a plein de facilités pour les étudiants, et puis en plus, on peut aller partout. Je me suis bien amusée à tout visiter, à tout. Vraiment, j'étais parisienne dans l'âme, et je vivais au cœur de Paris d'ailleurs. Je vivais dans le 15e à l'époque, après je suis passée dans le 14e, après dans le 16e, enfin. J'étais vraiment une Parisienne, pur jus. Mais du coup, l'état des lieux de la Martinique à cette époque, il n'y avait pas de studio de jeux vidéo, en tout cas tu pouvais pas réellement non plus faire pardon, une école de jeux vidéo par exemple. Ah non, alors j'en étais très très loin. Je suis partie faire mes études. Après, j'ai travaillé, comme je te disais, 5 ans dans l'armement. Après, j'ai rencontré Cocktail Vision et j'y suis restée 15 ans. Il n'était pas question de retourner en Martinique parce que je prenais beaucoup de plaisir à être chef de projet à Cocktail Vision, à créer mes propres jeux. Donc, il n'était pas question que Bon, j'avais en arrière pensé l'idée de rentrer au pays. J'étais partie d'ailleurs juste pour mes études, 10 ans à tout casser. J'y suis restée 30 ans. Donc, mais je ne regrette pas parce que c'est là que j'ai connu mes meilleures années, en fait. C'est parce que Cocktail Vision, enfin, l'aventure Cocktail Vision s'était terminée, que je me suis dit, bon, ben, il est temps de rentrer au pays pour essayer de construire quelque chose. Et quand je suis rentrée, bon, ben, l'économie était ce qu'elle est. Il a été difficile déjà de créer un studio qui s'occupait qui travaillait dans l'image, dans les images 3D. Parce que c'était pas encore, les images 3D n'étaient pas connues. Il y avait bien de l'audiovisuel en Martinique, mais pas de studio de création, sinon de la création publicitaire, oui. Mais de jeux ou de films d'animation, non. J'étais parmi les premières à faire ça. Alors, Oui. J'allais te poser une question sur les jeux, du coup, que tu as créés en étant chez Cocktail Vision. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu notamment Mewilo, Freedom, Lost in Time. Il y avait Emmanuel, Geisha, Fascination, Lost in Time. Et le dernier, bon, il y a la série des Goblins aussi, Goblins 1, 2, 3, Woodruff et le Schnibble d'Azimut. Ça, c'est en collaboration avec Pierre Gilode. Et puis Urban Runner, qui est mon dernier jeu, qui est très comment dire, spécial,
parce qu'il est conçu comme un film. Il a été tourné, les images ont été tournées comme un film interactif, donc en images réelles complètement. Donc on peut le trouver encore, on peut trouver des, comment ça s'appelle quand des let's play euh, sur YouTube où des joueurs y ont joué, sont allés jusqu'au bout. On peut voir la fameuse intro d'un tueur qui poursuit le héros, Max, sur les toits d'une usine désaffectée et tout. C'est assez. Et je trouve que même aujourd'hui encore, le rythme de cette intro est tout à fait, comment dire, honorable aujourd'hui, alors qu'il date de quand? 98, je crois. Voilà. Donc, ça, c'était une expérience intéressante parce que j'ai découvert le cinéma à travers ça, parce que je travaille avec un réalisateur. J'ai découvert les coulisses du cinéma, la Steadicam qui permet de filmer des images en mouvement. C'est une caméra que l'on endosse, que l'on porte sur soi et qui est, comment dire, articulée, de sorte que les mouvements peuvent être très, comment dire, dynamiques. On peut suivre quelqu'un, une poursuite par exemple. J'ai découvert le rôle de la script, comment est-ce qu'on planifie des scènes, comment on recherche des lieux de tournage et tout. Enfin, vraiment, j'étais immergée dans cet univers-là, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien d'ailleurs refaire cette expérience avec un autre réalisateur. Dans le cinéma, ouais. Dans le cinéma, oui. Soit pour faire du film, ça ce serait un rêve, mais un film adapté aux jeux vidéo, encore une fois, quoi, avec des images réelles. Parce que du coup, si on revient juste au jeu que tu as créé, notamment en étant chez Cocktail Vision, on retrouve des jeux qui finalement t'ont été inspirés aussi par la Martinique et les enjeux des enjeux sociétaux aussi, même historiques, que toi dont tu as pu prendre connaissance. Tout à fait. En fait, probablement à cause de l'exil, parce que j'étais loin de mon île, j'ai eu envie de me retrouver dans cette ambiance-là et surtout de faire connaître cette histoire, l'histoire de la région Caraïbe dans les années au 18e, au 19e siècle. J'avais envie avant que la Martinique ne soit, elle était encore une colonie française, avant qu'elle ne devienne un département, et avant même l'abolition de l'esclavage d'ailleurs. Je voulais me pencher sur la société créole, comment elle s'était constituée, quels étaient ses fondements, et pourquoi il y avait ces strates sociales, c'est-à-dire une espèce de hiérarchie sociale qui imprégnait encore beaucoup la société, même dans les années 70, hein, 60-70. Et j'ai opéré, on pourrait dire, ma petite révolution culturelle. En fait, j'étais à bonne école parce que dans mon entourage, quand j'étais donc jeune ado, il y avait mon cousin Tony Delcham, qui est un romancier connu, et Patrick Chamoiseau, qui est devenu encore plus connu lorsqu'il a eu le prix Goncourt en 92. Ces deux-là étaient copains. Et moi, j'écoutais ce qu'ils disaient et je buvais leurs paroles. Et j'étais en plein dans ce mouvement qu'on allait appeler la créolité par la suite, qui commençait à avoir ses premiers balbutiements, si on peut dire, grâce à Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant et Jean Bernabé qui ont écrit d'ailleurs Éloge de la créolité pour expliquer les bases en fait de notre identité créole. Qu'est-ce que c'est que les créoles? Qu'est-ce que c'est qu'être créole? Et pas seulement dans les Caraïbes, il y a aussi dans l'océan Indien avec la Réunion, toutes ces régions qui ont connu la même histoire. Et le Québec est pareil, le Québec et la Louisiane sont aussi des créoles et qui ont connu comment dire, ces soubresauts de l'histoire, ces périodes où comment dire, à la rencontre entre l'Afrique, l'Europe et les Antilles et l'océan Indien, où une main-d'œuvre a été amenée de force d'Afrique pour pouvoir cultiver la canne ou le coton dans ces régions. Voilà, donc, et comment dire, cette ségrégation, cette hiérarchie de classes qui a été créée artificiellement, qui cause
qui a causé les traumatismes que l'on connaît aujourd'hui, le préjugé de couleur ayant, comment dire, étant une institution. Je rappelle ce que c'est le préjugé de couleur, c'est-à-dire que plus on est proche de la couleur blanche, et plus on est censé être intelligent, riche, voilà. Alors que plus on est proche de la couleur noire, on est plus proche de la bestialité, de l'animalité, donc on est moins intelligent et destiné à être pauvre, travailleur pauvre. Donc ce préjugé de couleur était écrit, décrit, et la science s'est pourvoyée d'ailleurs dans cette affaire parce qu'elle a déclaré qu'il existait des races, la race noire, la race blanche, voilà. Et c'était bien compartimenté au 19e siècle. Et aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de race humaine. Les races, c'est pour des animaux. Il y a des races de chiens, de chats, de chevaux, de bovins, de vins. Mais il n'y a qu'une espèce. D'ailleurs, le mot race est impropre pour ce qui concerne les humains. Il n'y a qu'une espèce, l'espèce humaine. Et ce qui était pour la ségrégation, d'ailleurs, il y avait des lois qui empêchaient les blancs de se mélanger aux noirs. Le code noir, notamment, sévissait à cette époque. Eh bien, ils ont été surpris parce que c'était inattendu le mélange des deux qui a donné une catégorie intermédiaire, et une catégorie intermédiaire avec toutes les couleurs entre le blanc et le noir. Ça, c'était pas prévu dans l'histoire. Donc, comment peut-on dire, tout ce qui s'était imaginé que c'était bien compartimenté, qu'il n'y avait pas de lien possible entre les deux extrêmes, ont été bien débordés, surpris par l'émergence de la nature finalement, qui a fait que tout le monde s'est mélangé. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire de scission entre, on ne peut pas mettre de limite d'un côté ou de l'autre. En fait, il y a une continuité entre, et puis cette continuité, elle est tout simplement due à la quantité de mélanine. Bon, je rentre un petit peu dans les détails, parce qu'il faut bien que j'explique ce que j'ai rencontré, ce que j'ai compris et ce que j'ai eu envie d'expliquer. C'est que ce petit détail qui est un détail en fait dans la physiologie de l'être humain, qui est la quantité de mélanine dans la peau, était dû, on le sait aujourd'hui, à la sélection naturelle qui fait que quand on est né dans des contrées très ensoleillées comme en Afrique, comme la Seine tropicale, on a besoin de se protéger des UVB, des UV qui sont destructeurs pour la peau. Et la sélection naturelle a fait que la mélanine était en plus grande quantité dans les peaux de ces personnes, de ces peuples qui vivaient dans ces latitudes. Et quand les humains ont commencé à investir la terre, à se déplacer en partant d'Afrique, ils sont allés dans des contrées plus froides, où le soleil était moins présent. Et là, la mélanine, par la sélection naturelle, s'est raréfiée dans les peaux, qui sont devenues plus claires. Donc en fait, ce qu'on a dans nos peaux, nous tous, êtres humains, c'est un merveilleux témoignage de la sélection naturelle. Donc, quelques personnes se sont fourvoyées en jetant le discrédit sur des peaux colorées, alors que c'était un magnifique témoignage de cette sélection naturelle. Donc, il y a eu une opprobre qui a été jetée sur ces peaux plus sombres. On a commencé, et de là est née la discrimination et le préjugé de couleur, alors qu'il n'a aucune base scientifique. Malheureusement, c'est resté dans les mentalités encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'il existe des races et qu'il faut se séparer et c'est à l'origine des discriminations et des rejets d'une partie de la population qui est plus sombre de peau. Et d'ailleurs, je n'aime pas ce terme de racisé qui revient. J'ai vu que vous l'avez encore utilisé dans le chat précédent, enfin dans le stream précédent. J'aime pas du tout ce terme parce que le terme de race est absolument obsolète et il ne faut pas, à mon avis, qu'il revienne sur le devant de la scène. Donc, les discriminations que l'on fait, c'est pour ça que je préfère dire, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ces populations, je parle d'afro-créoles. D'ailleurs,
tu sais, Jennifer, que, puisque tu y as participé, que c'était l'objet du Kumbit du jeu vidéo, qui était une assemblée des Afro-Créoles. On voulait savoir qu'est-ce qu'il en était des Afro-Créoles dans les métiers du jeu vidéo. Donc, je préfère parler de ça parce que c'est culturel finalement, cette séparation, ce séparatisme est culturel et il n'est pas basé sur des critères physiologiques. Je ne mets pas la couleur de la peau en avant. D'ailleurs, tu vois que je suis plutôt de carnation pâle et des afro-créoles, il y en a de toutes les couleurs. Et, oui, bien sûr. ce sont les francophones. En fait, je préfère parler de la francophonie hors de l'hexagone, qui est issue de ces régions tropicales, de l'océan Indien, des Caraïbes et de l'Afrique francophone. Voilà. Bon, Moi, je voulais juste... Dans ma réponse, je suis allée un petit peu partout. Non, mais je voulais peut-être juste revenir sur ce terme de racisé. Moi, c'est vrai que je peux comprendre d'une certaine façon que tu as un souci avec, et je pense que il y a d'autres personnes d'ailleurs qui ont un problème, enfin qui n'aiment pas ce terme en fait simplement. Moi, je le vois plus comme un terme qu'on utilise justement pour désigner les personnes qui sont assujettis à un certain racisme. En fait, finalement, ce mot existe, tout comme le mot racisme existe. Donc moi, je les trouve légitimes dans les deux façons, dans ces deux fonctions. Je ne sais pas parce que les gens de l'extrême droite s'en sont emparés. Et dès l'instant où on veut mettre en avant nos spécificités, qu'elles soient culturelles ou autres, on nous traite de racisés. Alors, il ne faudrait pas reprendre les termes de l'extrême droite qui nous met dans des Bien catégories. sûr. Alors, c'est pour ça que je préfère afro-créole. D'ailleurs, tu aimes bien afro puisque ton association s'appelle Afro-Gameuse. Absolument. Et je préfère le terme d'afro-créole parce qu'il est plus culturel qu'autre chose. Voilà. Je comprends tout à fait ta position par rapport à ça. Une petite question. Oui. Donc, tu avais reçu donc, la Légion d'honneur pour ta contribution dans le monde du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler de comment ça s'est passé et puis de ce que ça t'a fait en fait de recevoir cet accomplissement? Eh bien, la Légion d'honneur, elle est proposée par des différents ministères en fait. À la chancellerie, chaque ministère propose un certain nombre de personnes dont la candidature est examinée. Et après, la chancellerie décide ou pas d'attribuer ces décorations. Il y a plusieurs grades. Hein. Le grade le plus bas, c'est le grade de chevalier. Il y a commandeur, enfin, il y a d'autres grades. Et c'est le CNC, donc cet institut dont je parlais, qui dépend du ministère de la Culture, d'ailleurs, le CNC, qui m'a proposé à la candidature, qui a proposé ma candidature. Donc un jour de fin 2017, j'ai reçu un mail du CNC me disant que ma candidature, qu'il pensait que ma candidature méritait d'être proposée, si j'étais d'accord, et d'envoyer une petite bio si j'étais d'accord. Alors, d'abord, j'ai eu un canular. Je me suis dit, la Légion d'honneur, c'est pas donné à n'importe qui. Je me sens pas vraiment une héroïne. Moi, je croyais que c'était les héros de guerre seulement qui étaient décorés, et pas la société civile. Donc, heureusement, il y avait un nom et un numéro de téléphone au bas du mail. J'ai appelé et je suis tombée sur une charmante dame qui m'a dit non, c'est pas un canular, c'est vrai. On a examiné votre carrière et on pense que vous êtes une pionnière dans l'industrie du jeu vidéo, une des premières conceptrices, en plus la première femme à avoir contribué aux jeux vidéo en France. Mais pourquoi est-ce que toi, tu avais cru à un canular? Tu ne te pensais pas forcément légitime ou c'est que tu t'es juste dit c'est une blague? Je pensais que c'était les héros de guerre qui étaient décorés de la Légion d'honneur. Je ne savais pas que la société civile aussi. Effectivement, j'ai regardé les promotions d'avant. Des gens de la société civile étaient aussi décorés. Donc, je pouvais prétendre. Bon, j'étais très surprise parce que je ne connaissais pas cet aspect des choses. Et après, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des personnes de la société civile qui étaient méritantes, pas seulement les militaires ou les héros de faits d'armes, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai été surprise et que j'ai cru un candidat. Et puis, j'ai fini par m'habituer à cette idée.
Et, j'ai donc donné tous les éléments. Ma candidature a été présentée à la chancellerie. Et puis j'ai reçu la bonne nouvelle en juillet 2018. Oui, le 14 juillet 2018. Même le jour même d'ailleurs de la victoire des Bleus au mondial de foot. Donc, c'est une double victoire. Je garde cette date en tête. Mm. Et puis, alors, on m'a dit que je devais organiser une cérémonie de remise dans l'année je crois qu'on avait un an pour le faire, que c'était à moi de l'organiser, que je devais choisir le délégué, mon délégué, c'est-à-dire la personne qui allait me remettre la décoration, et que je devais tout organiser, quoi, à mes frais. Donc, il se trouve qu'en juillet, j'étais à Paris, donc j'ai reçu la nouvelle là-bas. Et puis après, je suis rentrée au pays. Donc, au mois d'août, je me posais cette question de comment organiser cette cérémonie, quand la faire et avec qui et tout. Et je me suis dit qu'il fallait que je la fasse en France, pas en Martinique, parce que c'est la France qui m'avait reconnue, c'est là que j'avais fait mes études et que j'avais travaillé. Donc, je devais faire cette cérémonie en France. Alors, je me suis demandé comment organiser la cérémonie depuis la Martinique, et puis quand la faire, et puis comment en supporter les frais et tout. Et j'ai eu l'idée comment dire, la faire au moment d'un salon, d'un événement du jeu vidéo. Et l'événement qui était le plus proche de moi à cette époque, c'était la Paris Game Week, Ouais. qui devait se tenir en octobre 2000. Donc, j'ai contacté les organisateurs, le CEL, en l'occurrence, le syndicat des éditeurs de loisirs, de logiciels de loisirs, le CEL, notre syndicat finalement. Et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour organiser cette cérémonie en ouverture du salon. Ils m'ont dit que bien sûr, il n'y a aucun souci, aucun problème. Vraiment, je leur dois une fière chandelle. Je les remercie aujourd'hui encore. Ils m'ont fait venir, ils ont organisé la cérémonie, ils ont mis à ma disposition leur service de marketing et com pour mes invités. Donc, du coup, j'ai pu inviter mes amis et ma famille, plus nombreux en France d'ailleurs qu'en Martinique. Et puis voilà, ça s'est passé à l'ouverture du salon, à la porte de Versailles. Voilà, au milieu de mes amis, de mes collègues aussi de Cocktail Vision. J'ai retrouvé des collègues 30 ans après, finalement. On était tous contents de se retrouver. Voilà, ça s'est super bien passé. J'étais vraiment fière pour moi, pour mon école aussi, l'école qui m'avait formée, l'ISEP, pour Cocktail Vision, pour mes amis, ma famille. Voilà. Il y a vraiment de quoi être fier. Tu as fait pas mal de choses depuis. On a cité quelques jeux tout à l'heure. Et moi, je voulais peut-être revenir sur ta réflexion sur les héroïnes des différents jeux que tu as créés, notamment dans Geisha, Emmanuel, et aussi dans Lost in Time, il me semble. Oui. Quelle a été ta réflexion puisque tu as mis au centre des personnages féminins finalement, ce qui est aussi un peu pionnier, on va dire, dans le milieu Oui. finalement. C'est vrai que depuis ma première terminale, j'ai connu la mixité. J'étais dans un milieu essentiellement masculin. Avant, j'étais dans une école de filles. Alors, j'ai fait toute ma scolarité au couvent de Cluny, donc dans une école de filles. Je n'ai connu la mixité qu'à l'âge adolescent, en seconde. Et après, quand j'ai fait mon école d'ingénieur, c'est pareil. J'étais en minorité. On était 10% dans la promotion de 70 élèves. On était 7 femmes. Et après, à l'aérospatiale, pareil, j'étais encore pire, la seule femme dans un environnement militaire en plus, donc à fond la caisse, chargée de testostérone, on peut dire. Et comme télévision, c'est pareil, dans le jeu vidéo, les programmeurs étaient pareil, essentiellement masculins. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je n'en connais pas beaucoup de programmeuses dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de femmes dans le graphisme, dans le marketing, en tant que chef de projet.
mais très peu de programmeuses. D'ailleurs, si tu en connais, je veux bien entrer en contact avec elles parce que j'ai besoin d'en parler. Mhm. Parce qu'on va revenir tout à l'heure à cette histoire de modèle. J'ai perdu le début de la question. Ça y est. Je te demandais du coup, Ah oui, les héroïnes féminines. Donc, exactement. d'être immergée comme ça dans un domaine, dans un milieu masculin m'a donné envie comment dire, de faire des expériences sur l'érotisme et la sexualité des hommes et des femmes. Alors, j'ai demandé à mon éditeur de se renseigner sur la franchise d'Emmanuel, parce que du coup, je voulais un titre très porteur, significatif d'érotisme. Emmanuel étant, alors je ne sais pas si les jeunes générations ne connaissent peut-être pas ce livre, c'était un livre d'abord et adapté en film après, c'était le summum de l'érotisme dans les années 80-90. Donc, j'ai décidé d'écrire un scénario à partir de la franchise Emmanuel, donc rien à voir avec le film et le livre. J'ai créé ma propre histoire qui se déroulait au Brésil d'ailleurs. Et Emmanuel était donc l'héroïne de ce jeu qui avait fui son amant et que son amant devait retrouver en, en séduisant, en augmentant son pouvoir de séduction. Parce que Emmanuel était lassé comment dire, de ce manque d'attractivité et était partie, elle avait fui et il fallait la reconquérir en quelque sorte. Voilà. Donc, je me suis mis à la place d'un homme qui joue mais j'ai cédé à la facilité. C'est-à-dire que d'abord, j'ai choisi le Brésil, qui est un synonyme, qui était un synonyme à l'époque, ça l'est toujours, je crois, d'érotisme. Beaucoup d'Européens partaient au Brésil pour trouver ce qu'ils considéraient comme être des femmes les plus sexy. Donc, j'ai cédé à la facilité en mettant une héroïne sexy, qu'on ne voyait pas d'ailleurs parce qu'elle avait disparu et il fallait la retrouver. Par contre, il y avait des scènes où on devait développer son pouvoir de séduction, donc on devait séduire des femmes et trouver des statuettes érotiques. Bon, c'était un prétexte à découvrir aussi le Brésil sur le plan euh, exotique. Donc voilà, j'ai cédé à la facilité parce que j'ai mélangé l'érotisme et l'exotisme. Là, c'était la première expérience qui a très bien marché. Ensuite, j'ai cédé à une deuxième facilité. Mon deuxième titre, c'était Geisha. Alors, ça correspondait à mon amour pour le Japon que j'avais découvert, dont j'avais découvert la culture. Et je voulais mettre ça dans un jeu aussi. Et le Japon aussi, c'était un modèle culturel, un modèle d'érotisme aussi, plus raffiné peut-être que l'exotisme brésilien. Et alors là, c'était une histoire de femme qui avait été enlevée par des yakuza, c'est-à-dire la mafia japonaise, et il fallait encore la délivrer. Donc c'était le coup du prince qui va délivrer la princesse. Voilà. On était encore dans cet aspect-là des choses. Après ce deuxième titre, je me suis dit, bon, ça c'est... il va falloir que je fasse quelque chose de mieux. Il va falloir que je réfléchisse un peu plus au rôle féminin à l'intérieur du jeu. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée de créer l'héroïne féminine. Donc, je me suis dit, la prochaine fois, prochain jeu, l'héroïne sera féminine, sera au cœur du jeu. On va incarner une héroïne féminine et par contre, il n'y aura pas d'armes. On va juste se servir de son intelligence, son intuition, son charme aussi, pour résoudre les énigmes. Et c'est là qu'est née Fascination. Donc, Fascination, l'héroïne, c'est Doralis. Elle est commandante de bord, pilote d'avion. Et sur le vol Paris-Miami, il y a quelqu'un qui meurt dans son avion et qui lui remet une mallette. Voilà. Et elle va devoir débrouiller cette histoire policière une fois qu'elle sera rendue. Là encore, j'ai mélangé la découverte de Miami, donc un lieu qui a aussi une image tropicale, de vie facile, etc. J'ai mélangé ça avec l'érotisme et avec une vraie enquête policière, avec plein d'énigmes. On m'en parle encore d'ailleurs, des énigmes particulièrement bien tournées, je trouve, et qui a eu son petit succès aussi, traduit en plusieurs langues, hein, comme tous les autres. Et puis après, j'ai continué, donc l'héroïne féminine.
Et c'était l'époque où on faisait des essais d'images réelles incrustées dans les décors dessinés. Donc, j'ai choisi Madoralis, mannequin martiniquaise, qui a tenu ce rôle et qui a été filmé. Et donc, Lost in Time, c'est plutôt de la science-fiction. Doralis reçoit en héritage un manoir breton. Donc, le jeu démarre là, dans un manoir breton, en image réelle. Et elle est catapultée dans son passé. Il y a une transition dans un bateau négrier qui est en 3D, en image 3D. Et elle atterrit dans l'île de son arrière-arrière-grand-père, l'île de Saint-Christophe, qui est dessinée. Donc, on a les trois choses, l'image réelle, l'image 3D et l'image dessinée. Ouais, tu as fait vraiment des choses très complètes pour le coup. C'était vraiment une série d'expériences. Et là, je dois à mon éditeur de m'avoir laissé faire. D'ailleurs, c'était son credo à l'éditeur. C'était travailler avec des auteurs, un peu comme au cinéma, le cinéma d'auteur, et les laisser créer. On avait comment dire, la liberté finalement de créer nos propres titres. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques pépites qui sont sorties de ce studio, peut-être assez mal connues, comme il y avait d'autres créatifs, hein, comme Joe qui a fait Legend of Gel, il y avait Yannick Schoss lui c'était l'univers des Incas qui l'intéressait, il y a eu un cas, avec Pierre Gillotte, donc il y a eu cette série des Goblins. Donc c'est pour dire que cet éditeur nous a laissé vraiment libre de créer les titres que l'on voulait et ce qui nous a permis de laisser libre cours à notre créativité. Et en même temps, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi travaillé sur Adibou à l'époque chez Cocktail Vision, qui a été un hit phénoménal, assez inattendu apparemment pour le studio Cocktail Vision à l'époque. Donc je sais que tu es co-créatrice sur le projet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu finalement pour toi, on va dire les vestiges de Hadibou, c'est-à-dire à quel point, selon toi, ça a peut-être marqué une génération tout entière. Alors, je vais te raconter la genèse de l'affaire. En fait, j'ai parlé de la branche ludique de Cocktail Vision, mais il y avait aussi une branche éducative. Et à laquelle j'ai contribué quand je suis arrivée. Je militais déjà beaucoup auprès des jeunes filles dans les lycées et les collèges pour les inciter à aborder des carrières scientifiques et techniques. Et j'avais détecté que les mathématiques étaient un frein. En fait, c'est parce qu'elles craignaient de ne pas être bonnes en maths, alors qu'elles étaient meilleures que les garçons en classe de 6e, 5e, 4e, 3e. Mais au moment de l'orientation vers les métiers, elles étaient découragées par leur entourage d'ailleurs, comme quoi elles ne réussiraient pas parce que les mathématiques étaient trop difficiles pour elles, trop difficiles d'aborder les maths. Et donc, on les décourageait d'aborder ces carrières qui étaient finalement très sélectionnées par les mathématiques. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on a enlevé les mathématiques du tronc commun pour ne pas trop décourager ce que je regrette d'ailleurs, parce qu'on aurait dû au contraire adapter les mathématiques à tous et toutes. Bref, j'avais détecté que les mathématiques étaient un frein et je voulais un petit peu désacraliser cette matière. Donc, j'ai créé une gamme d'éducatifs qui s'appelait la Bosse des maths et qui s'adressait à la 6e, à la 5e, à la 4e et à la 3e. C'était la première fois qu'on jouait avec les mathématiques. Avant, il y avait bien des titres, des jeux éducatifs qui commençaient, qui étaient d'ailleurs édités par des éditeurs de livres comme Nathan, mais qui étaient assez rébarbatifs. Alors que moi, j'ai inséré dans la Bosse des maths un scénario avec des personnages, des animaux d'ailleurs, qui représentaient différents univers des mathématiques, la géométrie, l'algèbre, le maniement des données. Il y avait Joe, le dromadaire, qui avait perdu sa bosse des maths. Voilà, c'était ça l'histoire. Et il fallait l'aider à retrouver sa bosse des maths en faisant des exercices avec le chat botté, avec, je ne me souviens plus, la baleine à bosse, voilà. Et ça a marché du feu de Dieu, cette gamme éducative. Elle a beaucoup marché auprès des collégiens qui la plébiscitaient, qui même l'achetaient, parce que c'était un âge où on pouvait s'acheter ses propres jeux. Et je crois que quand mon éditeur a vu cet engouement pour
ce type d'éducatif. Il s'est dit qu'il y avait là la place pour une gamme complète. Et il nous a demandé de nous asseoir autour d'une table avec des pédagogues, avec un ergonome, pour pouvoir créer un concept complet qui s'est appelé ADI pour accompagnement didacticiel intelligent. C'est basé sur la présence d'un personnage virtuel qui se prénommait ADI, qui était doté d'une intelligence artificielle, donc un certain nombre de règles de comportement qui s'adressait directement à l'enfant, le tutoyant, lui parlant, ce qui permettait d'établir un lien affectif avec. Et ça, c'était la première recette. Deuxième recette, le personnage virtuel en question, jamais censeur, ne réprimandait jamais l'élève, comme pouvait le faire l'enseignant ou le parent. Lorsqu'on amène un mauvais bulletin à la maison, bon, ben, il faut subir les foudres parentales. Là, non, jamais. Et il pouvait répéter à l'envi, à l'infini, sans jamais se fatiguer, la même explication pour jusqu'à ce que l'utilisateur, l'élève, comprenne. Donc, et puis troisième cerise sur le gâteau patate, les jeux étaient accessibles, étaient même débloqués au fur et à mesure de sa progression. Donc, on avait l'autorisation de jouer. C'était la première fois qu'on traitait les matières scolaires avec le jeu, avec la présence du jeu. C'était pas interdit de jouer en apprenant. Et même, on apprenait en jouant. Donc ça a été la recette d'Adi. Alors pour le primaire et le collège, c'est-à-dire que ça démarrait au CE1 jusqu'en troisième. Et beaucoup de gens qui ont connu Adi m'en parlent encore aujourd'hui, en me disant qu'ils ont découvert l'informatique à travers Adi. Et devant ce succès, on s'est dit qu'on allait s'adresser à un plus jeune public encore, avant le CE1, donc à la maternelle. Et là, on a créé le concept d'Adibou. Donc, moins collé aux matières scolaires parce que c'était plutôt des activités d'éveil, des activités de calcul et puis des activités autres. On pouvait cultiver son jardin, faire des gâteaux les plus mauvais possibles d'ailleurs parce que des personnages comme Bouzigouloum, qui n'aimait que les mauvais gâteaux, les gâteaux où on mélangeait un peu tout et n'importe quoi, et qui adorait ça, donc les enfants adoraient le faire. Et ça a été un engouement, c'est vrai, incroyable parce que Adibou était encore plus craquant qu'Adi. Il parlait beaucoup et il était vraiment très très proche de l'enfant. Donc voilà, ce succès a été, je crois, pas planétaire. Hein. On a imposé cette marque dans toute l'Europe, c'est sûr. On a même envahi les États-Unis aussi, qui étaient un peu réfractaires, mais c'est passé aussi. D'ailleurs, j'ai eu très récemment, il n'y a pas un mois, une Américaine qui m'écrit en me disant qu'elle a été nourrie par Adi et qu'elle a découvert l'informatique grâce à Adi et elle en a fait son métier. Donc, c'était super, ça fait super plaisir de savoir qu'il y a des personnes comment dire, qui ont été influencées, même dans leur métier, leur futur métier, par des jeux comme ça, des jeux éducatifs. Voilà. Ben, c'est ça, j'espère que j'ai répondu. Oui, tu as absolument répondu à la question. Il y a des gens qui te remercient dans le chat et qui te disent merci pour toutes ces belles années parce que tu as fait de belles choses et de grandes choses et surtout qui ont marqué les gens et c'est vraiment ça le plus important. Comme il nous reste que quelques minutes, j'aimerais terminer sur une question par rapport à ta... On va peut-être finir sur... on va dire une question de sagesse, vu que voilà, aujourd'hui tu as aussi l'expérience du marché du jeu vidéo, en tant que conceptrice évidemment, en tant que joueuse aussi. On parle beaucoup des sujets de bienveillance, de diversité, d'inclusion dans le monde du jeu vidéo. Et je voulais savoir ce que ça représentait pour toi avant qu'on ne termine cette intervention. Eh bien, je vais terminer sur une note du futur. En fait, je suis revenue aux jeux vidéo où j'ai envie de revenir depuis 2 ans déjà. Je travaille sur mon futur jeu. Ouais. Donc, j'ai tout à réapprendre parce qu'effectivement, tout a changé. Le modèle économique a changé. On ne vend plus des boîtes dans les magasins sur les étagères. Maintenant, on télécharge. Les jeux sont plutôt sur mobile, sont beaucoup sur mobile, beaucoup de jeux gratuits.
Ensuite, les goûts du public ont changé. Ça n'est plus des gamers, des hardcore gamers comme il y avait avant dans les années 90, mais maintenant tout le monde joue. Tout le monde joue grâce, je pense, au mobile, au téléphone, au smartphone, à part des petits jeux, casual games, et même 50%, plus de 50% des joueurs sont des joueuses maintenant. Donc le public a changé, le public est vraiment réceptif et disponible. Et, je détecte aussi un goût qui monte, qui vient pour des scénarios un peu plus, comment dire, sophistiqués, basés sur des choses un peu plus profondes, des scénarios un peu plus concernant aussi certaines catégories de population. Les LGBT, par exemple, ils ont envie de créer dans ce domaine-là. C'est vrai que le domaine de l'inclusion des communautés qui vivent des discriminations, certainement dans tout un tas de domaines, ont envie de s'exprimer. Et moi, j'ai envie de remettre à jour ma thématique préférée, c'est-à-dire la société créole du 19e siècle. Comment elle s'est formée et comment est-ce que les gens, je veux leur donner la parole aux personnes qui n'avaient pas la parole à cette époque-là, montrer comment elles vivaient ce préjugé de couleur qui les astreignait à certaines tâches et les empêchait de vivre leurs aspirations finalement au bonheur. Donc, dans Remembrance, qui est mon prochain titre, on va aller à la rencontre de ces personnes, ces sans-voix. On va les entendre, les écouter, vivre leurs émotions aussi avec elles et prendre connaissance de l'intérieur de ce qui s'est passé dans les Caraïbes et l'océan Indien, dans ces îles colonisées par l'Europe à cette époque-là. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, toutes les personnes qui sont issues, toutes les générations qui sont issues, même si elles sont nées en Europe, même si elles sont nées en France, dans l'Hexagone, elles ont des parents qui viennent de ces régions et elles vont comprendre pourquoi les parents sont venus là et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque. Voilà. Donc, c'est ce que je veux mettre en lumière, on va dire. Oui, je pense que c'est un bon message et puis on a hâte de découvrir tes prochains jeux, Muriel. Je pense que tu n'as pas fini de nous surprendre. Évidemment, on sera là chez les Afro-Gameuses pour tester, pour t'aider d'une quelconque façon. On va faire de notre mieux, donc n'hésite pas à revenir vers nous à ce niveau-là. Ce sera un plaisir. C'est vrai que j'aurais besoin de votre avis sur le gameplay, sur la thématique. Bon, j'ai besoin de vous, c'est sûr. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui a changé par rapport aux années 90. On peut être très facilement en contact avec les personnes qui vont utiliser nos jeux, qui vont jouer à nos jeux. Donc, c'est une bonne chose, je trouve. Exactement, on est là, donc faut en profiter. Ben, merci beaucoup, Muriel, de ta présence. Ton expérience est vraiment enrichissante et puis je pense qu'elle est inspirante aussi pour beaucoup de personnes qui ont envie d'intégrer le milieu du jeu vidéo. Et puis c'est aussi un moyen de rappeler qu'il y a des choses qui ont été faites, qui racontent l'histoire, notamment créole. Donc n'hésitez pas à aller aussi regarder du côté des jeux de Muriel pour ceux qui ne connaissent pas. C'est toujours un plaisir. Et puis Muriel, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine alors. À la prochaine alors. Merci Jennifer, merci à tous ceux qui ont écouté le stream. Au revoir Muriel. Ciao, ciao. À bientôt.